Je vais d'abord commencer par vous faire la lecture d'un extrait d'une déclaration de politique qui a été adoptée par la FTQ. L'argent, c'est le pouvoir, dit le dicton. Or, la gestion des actifs des caisses de retraite est confiée à de grandes firmes privées, souvent filiales de banques, de compagnies d'assurance ou de firmes de gestion. Trouvons-nous normal de laisser un tel pouvoir financier dans les mains de ces firmes? C'est tiré de la déclaration de politique Les syndicats, artisans d'un monde meilleur. Et là, si je vous posais la question rapidement, en quelle année est-ce que le plancher de la FTQ a adopté cette déclaration de politique-là? 2000? C'est tout? OK. On va y aller avec 2000. On n'est pas loin, hein? 25e congrès 1998. Donc, dès 1998, la FTQ avait cette préoccupation-là de favoriser une utilisation responsable de nos caisses de retraite. Et déjà, on se questionnait sur les moyens à prendre pour que notre argent ne travaille pas contre nos intérêts. Pour animer la discussion, donc le panel, et on répondra probablement à la question dans le prochain panel, pour animer la discussion avec nos panélistes, je vais inviter François L'Italien, coordonnateur de l'Observatoire de la retraite, chercheur régulier à l'Institut de recherche en économie contemporaine et professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval, à se joindre à nous. Ses recherches, à François, portent notamment sur la financiarisation de l'économie politique des ressources naturelles et le financement de la transition écologique. Ou énergétique, excusez-moi. Pour ce panel, j'invite Mme Audrey Robillard, Mme Alison Marchildon et M. Stéphane Rousseau à nous rejoindre. Alors, bonjour tout le monde. Un séminaire avec le thème des régimes viables dans une économie durable ne pouvait pas, évidemment, se penser sans un panel sur la finance responsable, qui est un mouvement qui remonte à assez loin dans l'histoire, pour ceux et celles qui s'intéressent. Disons que plus récemment, il y a un intérêt qui s'est manifesté, en particulier depuis la crise de 2008. On s'est posé plusieurs questions concernant les approches plutôt mainstream, conventionnelles, sur la gestion d'épargne retraite. Puis, ce qui a catalysé véritablement la finance responsable ces dernières années, ça a été mentionné dans la question de tout à l'heure, c'est évidemment la question des changements climatiques. Les changements climatiques représentent de plus en plus une menace, un risque, non seulement pour l'économie, mais aussi la viabilité de tout le monde, pas juste des régimes de retraite, mais de tout le monde sur la planète. La question de la finance responsable se pose avec une acuité croissante et n'est plus aujourd'hui synonyme de finance de pauvres. Si ça a été pendant certains temps associé à quelque chose qui était marginal ou périphérique, de plus en plus d'initiatives montrent que c'est quelque chose qui cherche à se positionner dans le milieu financier et accroît sa notoriété, sa crédibilité. On a donc jugé bon de réunir un panel de 3 experts chevronnés sur la question de l'investissement, de la finance responsable. Avant de vous les présenter, je voudrais juste mettre la table pour leurs interventions, en vous présentant en gros, là, très rapidement, qu'est-ce que c'est la finance responsable. Alors, en gros, de quoi on parle? Il y a une acétate qui a passé. Alors, très, très, très simplement, c'est un ensemble de pratiques de placement et d'investissement qui visent, ça je pense que c'est une définition très générique, à intégrer des critères extra-financiers aux critères qui sont dits encore conventionnels dans le processus décisionnel. Donc, dans les processus de placement et d'investissement, on veut intégrer de plus en plus de considérations sociales, environnementales ou de gouvernance. Ce sont les critères ESG, donc les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, qui réfèrent à des préoccupations environnementales, les changements climatiques, aussi par exemple la gestion de l'eau dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Au niveau social, on parle surtout des enjeux comme par exemple l'accaparement des terres. Il y a des fonds d'investissement qui achètent des terres à grande échelle pour les substituer à une agriculture vivrière. On parle aussi des droits des travailleurs dans les pays, des économies en émergence et des enjeux de gouvernance, donc la transparence
des conseils d'administration d'entreprises, la question de la fiscalité, les paradis fiscaux, est-ce que les entreprises respectent ou non des conventions internationales en matière de fiscalité. Et au Québec et ailleurs dans le monde, il y a une association qui commence à faire parler d'elle, qui est l'Association pour les principes pour l'investissement responsable, où il y a en fait plusieurs signataires des caisses de retraite, des gestionnaires de fonds, qui s'engagent à respecter un certain nombre de principes, dont les principes ESG, pour lorsqu'il vient le temps de questionner les conseils d'administration des entreprises où ils placent, où ils investissent. Deuxième élément de définition, et ça c'est un peu plus large, la finance responsable, ça vise aussi à développer une offre de financement axée sur des missions d'intérêt général. Alors là, on réalise dans le fond qu'au Québec, déjà on a été pionnier de ce volet-là de la finance responsable avec notamment la Caisse de dépôt de placement et les fonds de travailleurs qui sont arrivés en gros dans la même période au Québec, où on visait justement à atteindre des objectifs de développement économique parallèlement à ceux de rentabilité. Et je pense qu'en voyant les succès de la Caisse et des fonds de travailleurs comme celui du Fonds de solidarité, on voit que les deux sont très, très bien conciliables. La question ici, c'est plutôt, est-ce qu'on est prêt, de quelle façon, et est-ce qu'on est prêt à le faire, à réévaluer ou questionner les relations entre la finance, la société et l'économie, plus largement. Vous voyez, c'est une question de fond, mais il y a plusieurs enjeux qui nous contraignent à les poser. Le cas des changements climatiques, ça a été abordé tout à l'heure. Alors, très, très, très rapidement, vous le savez, les changements climatiques vont impacter de plus en plus les portefeuilles des caisses de retraite par les effets déstructurants sur les économies en termes de tous les impacts négatifs que ça va avoir, l'élévation du niveau des mers, les événements météorologiques extrêmes, les vagues de chaleur, etc. Il y a de plus en plus de problèmes qui sont associés à ça. Et la question, c'est est-ce que c'est possible dans la gestion des régimes, est-ce que c'est possible d'intégrer une considération sur l'impact que ces régimes-là ont sur l'empreinte carbone, par exemple, dans l'économie? Est-ce qu'on peut avoir ça dans le top 5 ou dans le top 3 des considérations qui sont abordées lors des échanges avec les gestionnaires ou même les entreprises elles-mêmes? Et un dernier élément qui va être abordé aujourd'hui, puis ça a été soulevé aussi lors de la question et de la réponse de Gino Girard. En fait, il y a un cadre qui réglemente au Québec, vous le savez, il y en a beaucoup ici qui sont membres de caisses de retraite, de comités de retraite. Il y a un cadre qui régit la façon dont sont faits les arbitrages à l'interne. Et ce cadre-là présente un certain flou, disons, a été élaboré dans une époque où ce n'était pas vraiment ça le problème, la question des critères extra-financiers. Or, ce cadre-là corsette encore les décisions des membres des comités de retraite. Et la question, c'est comment on peut concilier, dans le fond, le cadre actuel avec les préoccupations montantes qui sont associées à la finance responsable. Alors, pour répondre à ces questions, à discuter de cette question philosophique et économique, je vous présente nos trois intervenants. Alors, d'abord, à votre gauche, Stéphane Rousseau, qui est professeur titulaire de la chaire en gouvernance et droit des affaires à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Stéphane Rousseau est un expert reconnu du droit des sociétés, de la gouvernance d'entreprise et du droit des marchés financiers, et il a publié de nombreux ouvrages et articles sur ces thèmes. Il y en a un d'ailleurs qui va être publié bientôt. Je ne veux pas scraper un scoop, là. Le professeur Rousseau est aussi administrateur indépendant au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière, ainsi qu'au comité de retraite du régime de retraite de l'Université de Sherbrooke. Stéphane, bienvenue. Audrey Robillard, à votre droite, est conseillère principale, développement durable et investissement responsable au Fonds de solidarité de la FTQ depuis presque un an. Dans ce nouveau rôle, Mme Robillard est appelée à concevoir la stratégie de développement durable du Fonds, à guider le comité de direction et à mobiliser les différentes équipes sur les sujets de développement durable et d'investissement responsable, ainsi qu'à agir en tant que porte-parole du Fonds sur différents thèmes qui recoupent largement ceux de la finance responsable, donc l'investissement responsable, les changements climatiques, la transition juste, Alouette. Et Audrey occupait antérieurement des fonctions de conseillère principale, investissement responsable et procuration à la Caisse de dépôt de placement du Québec. Audrey, bienvenue, merci d'être ici. Et Alison Marchildon. Alison Marchildon est professeure agrégée au département de philosophie et éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke, où elle est responsable des programmes en éthique appliquée. Elle est par ailleurs co-responsable de l'axe éthique, gouvernance et démocratie
de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux d'intelligence artificielle et du numérique. Ces recherches portent principalement sur l'éthique et le pouvoir en organisation et dans la sphère économique, notamment à travers l'étude de la responsabilité sociale des entreprises, de la finance responsable, des certifications éthiques et du commerce équitable. Alison, merci d'être ici. Bienvenue à vous aussi. Alors, pour lancer peut-être la discussion, on va aller directement à la jugulaire sur la question de la responsabilité fiduciaire. Stéphane, donc, responsabilité fiduciaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi, en gros, les problèmes présumés qui ont été évoqués notamment tout à l'heure? Là? Face à quoi, à quels enjeux ceux qui veulent faire de la finance responsable sont confrontés comme fiduciaires de caisse? Oui, merci François, puis merci pour l'invitation. Comme François le mentionnait, je viens tout juste de finir un texte sur cette question-là précisément, alors je suis très heureux de pouvoir partager mes réflexions là-dessus. L'obligation fiduciaire, vous la connaissez, elle a au fond deux grands volets. Un premier volet qu'on peut appeler une obligation de loyauté, agir dans l'intérêt de ce patrimoine-là. Puis un deuxième volet, une obligation de prudence et de diligence. Au fond, c'est la finalité puis les moyens, si on veut résumer les choses. Sur la finalité, donc, traditionnellement, on a dit que la finalité, c'est une finalité strictement financière. Et c'était l'opinion non seulement des auteurs, mais aussi l'opinion de certaines décisions de justice qui semblaient pointer dans cette direction-là. Mais avec le temps, je dirais que cette approche-là, cette conception de l'obligation fiduciaire a perdu pas mal de terrain, même si elle demeure assez présente. On a de la difficulté à s'en débarrasser, même si, je dirais, le consensus qui a émergé depuis au moins 10 ans, c'est qu'il est possible de voir l'obligation fiduciaire dans sa dimension de loyauté comme beaucoup plus large que strictement financière, c'est-à-dire que, oui, il y a une dimension financière, mais elle n'exclut pas la considération de facteurs qu'on évoquait tout à l'heure, ESG. Ce n'est pas incompatible, en d'autres termes, de faire de la place aux facteurs ESG lorsqu'on agit dans le cadre de notre obligation de loyauté. Et ça, je pense que c'est un élément important à souligner. Et il faut le marteler parce que l'autre conception a la vie quand même assez dure. Là, elle subsiste encore. Il y a une autre facette de l'obligation fiduciaire, je pense, qui est importante à souligner dans la dimension de loyauté, c'est le devoir d'impartialité. Puis il y a beaucoup d'équité intergénérationnelle là-dessus, à savoir que normalement, on ne doit pas sacrifier le futur pour le présent et vice-versa. Donc ça, lorsqu'on entre sur le terrain de l'intégration des facteurs ESG, ça peut devenir un enjeu. Qu'est-ce qu'on laisse sur la table comme opportunité vis-à-vis du futur, par exemple, en prenant une stratégie ESG? Donc ça, je pense que c'est une préoccupation qui est davantage sur les moyens que sur le principe lui-même, mais il faut l'avoir à l'esprit. Et pas plus tard que l'été dernier, on a eu un bel exemple de cette problématique-là avec la caisse de retraite des employés du secteur public de la Californie, CalPERS. CalPERS est une pionnière de l'investissement ESG, mais effectivement, ce qu'on voyait, c'est que les rendements, ils n'étaient pas au rendez-vous par rapport à des indices de référence. Et donc, là, la grogne a monté au sein des membres et on a remplacé le président pour changer un peu de cap. Donc, c'est un enjeu à la fois juridique, parce qu'il y a un devoir d'impartialité, mais aussi un enjeu vis-à-vis de la vie du régime lui-même. La prudence, la diligence, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le moyen. A priori, c'est de dire, lorsqu'on prend des décisions, on les prend en se documentant, en consultant des experts, en délibérant et en essayant d'atterrir au meilleur endroit possible. En ce sens-là, ce n'est pas un obstacle à l'investissement ESG. Ça nous fait juste dire qu'il faut prendre les bons moyens pour bâtir cette stratégie-là et arriver à notre finalité. Donc, c'est simplement des bonnes pratiques, en d'autres termes, à mettre en place plutôt qu'un obstacle en tant que tel. En même temps, il y a une dimension, sans être technique, dans la loi sur les régimes complémentaires où on nous parle de diversification pour mitiger les risques de pertes importantes. Donc, un questionnement, en tout cas, qui se soulève, c'est lorsqu'on parle de diversification, on parle de quoi exactement? Traditionnellement, on dit diversification, puis on a eu une diapositive tout à l'heure là-dessus, de classes d'actifs. Mais de plus en plus, on dit qu'il faut diversifier les risques, surtout avec les changements climatiques. Donc, est-ce qu'on est capable de faire entrer la diversification de risques dans cette conception-là qu'on a dans la loi sur les régimes complémentaires? Point d'interrogation. Mais bref, pour conclure, il n'y a pas d'obstacle dans l'obligation fiduciaire à l'intégration de critères ESG.
Bien au contraire, on pourrait même faire valoir que c'est prudent que de les intégrer. Ça permet de gérer les risques et de voir à la croissance à long terme de l'actif. Il y a des questionnements, par contre, qui subsistent. J'en ai évoqué quelques-uns. Et ces questionnements-là, ils devraient être réglés. Et c'est un peu la conclusion de mon papier, c'est de dire, je pense qu'il est temps que le législateur vienne clarifier dans la loi les obligations fiduciaires pour justement donner tout l'espace voulu aux membres des comités pour s'engager sereinement dans l'investissement responsable. Audrey? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Mon point de vue ne sera pas du tout juridique, mais plutôt d'une praticienne qui a eu la chance de se mettre la main dans les décisions d'investissement, autant à la Caisse de dépôt que maintenant au Fonds de solidarité. Donc, merci François aussi pour avoir mis la table. Il y a beaucoup de préjugés autour de l'investissement responsable. Ça va être l'occasion de déboulonner peut-être certains mythes. Donc, d'abord, d'un point de vue très, très conservateur, c'est d'intégrer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance à notre prise de décision d'investissement. Donc, c'est de prendre des décisions qui sont mieux informées, qui sont plus éclairées. Puis, ça peut être très, très défensif sur la protection du rendement et sur la protection de la performance financière de nos caisses de retraite, de nos investisseurs institutionnels. Puis, je voulais peut-être vous partager un exemple super concret sur lequel j'ai eu la chance de travailler avant de quitter. Donc, c'était en décembre 2018 environ. Un investissement qui nous a été amené par une équipe à l'interne à la Caisse de dépôt à l'époque. C'est sûr que l'opportunité en soi, elle découlait d'une chute assez drastique dans le prix de l'action, donc dans le cours du titre boursier de la compagnie qui était regardé. Les équipes d'investissement considéraient que le marché avait peut-être été un petit peu sévère à l'égard de cette entreprise-là, puis qu'il y aurait une prise de valeur à court terme, donc une reprise du cours boursier. Je commence mon analyse, je tombe sur quelques aspects E, S et G assez préoccupants. Donc, à cela s'ajoute aussi, à mon sens, un aspect culturel dans l'entreprise qui présentait des risques qui n'avaient pas été capturés par l'équipe d'investissement et donc dans la thèse d'investissement. C'est sûr que ça l'a mené à beaucoup de discussions à l'interne. Consensuellement, on a choisi de ne pas aller de l'avant avec la décision d'investissement. Donc, à l'époque, le cours boursier se transigeait environ à 25 $. Et bien, 3 mois plus tard, la société se plaçait sous la loi de la faillite. Donc, c'est une société américaine. Le cours aujourd'hui est environ à 12-13 $ par action. C'est une perte évitée qui est assez importante et j'aurais rapidement, je pense, rentabilisé mon salaire avec cette transaction-là, donc du fait qu'on a évité de placer la caisse dans une situation délicate. Donc, ça, c'est mon premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse, puis merci, Stéphane, tu as pu en toucher un mot aussi, c'est sur l'équité intergénérationnelle. Puis, bien entendu, je pense que vous pouvez deviner assez facilement que je ne suis pas près de prendre ma retraite. Donc, toute la question de l'hétérogénéité aussi dans nos bases d'épargnants, finalement. Oui, il y a des gens qui vont prendre leur retraite dans les 5 prochaines années. Il y a des gens comme moi, on parle plutôt de 30 à 35 ans. Aujourd'hui, mon père a pris sa retraite, en fait, la semaine dernière, et le contexte dans lequel il l'a pris va être très différent de celui dans lequel, moi, je vais la prendre, ma retraite. Puis, on a pu discuter tout à l'heure du maintien du niveau de vie de nos retraités puis de la dignité dans la retraite. Bien, je rajouterais une autre couche, peut-être, pour parler du maintien de la qualité de vie dans lequel on va pouvoir prendre notre retraite. Et je pense que les investisseurs ont un rôle important à jouer parce que, oui, ils doivent générer des rendements à long terme qui ne devront pas être réalisés au détriment de d'autres aspects, dont l'environnement, par exemple. Alison, ton point de vue, ta perspective là-dessus? Des choses à ajouter, oui. Merci beaucoup. De mon côté, en fait, j'enseigne l'éthique appliquée, j'ai un background en sociologie aussi. Donc, depuis 20 ans, pour moi, ce que je regarde, c'est beaucoup l'évolution des attentes sociales, notamment en matière de responsabilité sociale des entreprises, finances responsables. Et ce qu'on voit, c'est une évolution marquée et rapide. Hein? Quand je regardais ça il y a 20 ans, c'était des nouveaux mouvements marginaux. Aujourd'hui, ce sont rendus des attentes généralisées. Donc, on voit des attentes sociétales qui ont beaucoup évolué et qui ont un impact aussi sur les risques
des entreprises parce que de plus en plus, les mouvements sociaux, le public ne sont plus prêts à accepter les mêmes choses ou certaines pratiques, notamment au niveau environnemental et social, et sont prêts à sanctionner facilement les entreprises. Donc, il va y avoir une sanction qui va être faite au niveau social, mais qui va se répercuter en termes financiers. Donc, cette évolution-là qu'on voit en termes d'attente en matière de responsabilité sociale, je pense qu'elle fait aussi, ou elle devrait faire évoluer notre interprétation de la responsabilité fiduciaire. Hein, si on la prend au sens strict financier, effectivement, là, peut-être qu'on se dit, bien, on ne peut pas élargir, mais tous les régimes de retraite avec lesquels j'ai été impliquée, qui se sont posé la question, est-ce qu'on va de l'avant avec de l'investissement responsable? Après avoir fait leur due diligence, ont constaté qu'il n'y avait pas d'interférence, comme tu le disais tout à l'heure, entre la responsabilité fiduciaire et l'investissement responsable. Peut-être même au contraire, parce qu'on est en train d'élargir notre notion de ce qu'est un risque. Le risque, il n'est pas que financier, il est social, il est environnemental. Et à partir du moment où on prend des risques à cet égard-là, ça peut se traduire en pertes financières importantes. Donc, je pense que ça, c'est une donne qu'il ne faut pas négliger. Et ceux qui l'ont compris et qui l'ont intégré se sont placés un petit peu en avant de la vague de ce mouvement-là. Mais je pense que depuis 20 ans, ça a évolué au point, à un point tel que, en fait, je pense que si aujourd'hui, en 2020, on n'embarque pas dans ce mouvement-là, on risque de rester à la queue du peloton et peut-être de manquer un peu ce bateau-là et d'avoir justement des effets financiers négatifs à cet égard-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger les attentes sociales, la question de notre acceptabilité sociale qui a beaucoup évolué et les risques climatiques, on le voit. C'est difficile à chiffrer cependant. Et à la question tout à l'heure, hein, est-ce qu'il y a des évaluations? Le problème avec les risques sociaux, les risques environnementaux, ils sont difficiles à chiffrer et donc on a peur de les intégrer ou on ne sait pas comment les intégrer, alors que des risques financiers, ça semble tellement plus facile. Or, on l'a vu tout à l'heure, les prédictions ne se réalisent jamais de toute façon. Donc, je pense qu'il est temps qu'on élargisse un petit peu notre interprétation de la responsabilité fiduciaire. Peut-être qu'éventuellement, il y aura au niveau de la législation, hein, le panéliste tout à l'heure le mentionnait, peut-être qu'éventuellement, il devrait y avoir une intégration au niveau de la législative, au niveau de la responsabilité fiduciaire, mais en attendant, je pense qu'il y a définitivement un intérêt à prendre en compte ces questions-là qui vont se traduire en risques financiers. Donc, et je n'ajouterai pas donc la question aussi d'équité intergénérationnelle qui me semble fondamentale aussi là-dedans et qui fait partie des risques à prendre en considération là-dedans et que mes collègues ont traité. Donc, compte tenu de ce que vous avez dit sur la responsabilité fiduciaire, pour les comités de retraite, on va dire au Québec, est-ce que c'est facile de mettre les critères ESG en application? Est-ce que c'est pour ceux et celles qu'on connaît, est-ce que c'est quelque chose d'évident ou il y a des obstacles ou des problèmes? Audrey, peut-être, pour commencer. Bien, c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas le faire. Donc, il faut commencer à quelque part. C'est sûr que plus on se pose des questions, plus on lit sur le sujet, plus ça devient accessible. C'est sûr que même au niveau des universités, il n'y a pas vraiment, puis là, peut-être que je vous regarde un petit peu plus, là, mais il n'y a pas vraiment de cursus universitaire ou de cours qui portent strictement sur l'investissement responsable. Donc, on est en train de former une relève en finance qui est peut-être peu informée ou peu éduquée sur l'importance d'intégrer les facteurs ESG à la prise de décision d'investissement. Donc, peut-être pas facile, mais ce n'est pas, à mon sens, une excuse pour ne pas commencer. De plus en plus, il y a des formations peut-être ad hoc qui commencent à se donner, des formations en ligne. Je peux en nommer quelques-unes ici. Donc, les PRI auxquels tu faisais référence précédemment commencent à donner des formations sur l'investissement responsable. L'Association pour l'investissement responsable, ou RIA en anglais aussi, donne quelques cours. Personnellement, j'ai suivi 2 cours SASB, Sustainability Accounting Principles Board, qui est excellente en termes d'intégration des aspects environnementaux, sociaux, surtout sur le concept de matérialité. On pourra peut-être y revenir plus tard. Et celle du SIPC qui est donnée par Concordia.
Donc, il y a moyen qu'on commence à apprendre, à accroître nos connaissances sur qu'est-ce que l'investissement responsable. Au-delà de ça, qui est vraiment l'acquisition de compétences finalement sur l'investissement responsable, je pense qu'il y a toutes les soft skills qui demeurent très importantes. Donc, exercer son jugement, poser des questions, s'informer sur le sujet. Puis, je comprends ici qu'on a peut-être une audience qui est diversifiée. Donc, quand vous devez vous-même prendre la décision d'investissement, c'est sûr que ça va être différent de quand vous devez sélectionner un gestionnaire externe. Là, bien, c'est sûr que c'est eux-mêmes qui vont réaliser les choix d'investissement, mais ça ne vous empêche pas de les questionner sur quels sont leurs processus internes. Est-ce qu'ils ont engagé des experts sur ces questions-là? Donc, est-ce qu'ils ont commencé à construire à leur capacité, donc build capacity, à l'interne, à l'intérieur de leur organisation? Quels sont le genre de discussions qui tiennent avec les entreprises qui détiennent en portefeuille? Qu'est-ce qui pourrait mener à une décision de vendre un titre, d'exclure un titre du portefeuille? Ça, je pense que c'est des questions que, en tant que client, vous pouvez poser à vos gestionnaires externes. Alison, quelque chose à rajouter? En fait, je vais dans le même sens. Non, ce n'est pas facile, mais en même temps, je pense que ce n'est pas facile de ne pas le faire non plus. On le voit de plus en plus dans certains milieux où ça devient même des questions de confrontation, hein, parce qu'il y a des demandes pour qu'on aille un petit peu plus loin en matière d'investissement responsable. Donc, évidemment, nous, dans le milieu universitaire, c'est peut-être un milieu qui est propice à ce genre de questionnement-là, mais ça reste que ce n'est pas facile. Et nous, à l'Université de Sherbrooke, en fait, on a choisi la voie du dialogue. Donc, on voit dans d'autres cas, hein, j'ai un collègue à l'Université McGill qui a vécu une situation confrontationnelle très difficile. Hein. Il a même démissionné parce que son université n'allait pas assez loin à son goût au niveau du désinvestissement des énergies fossiles. Donc, à l'Université de Sherbrooke, on a choisi de s'asseoir tout le monde à la table, et ça inclut tous les acteurs impliqués. Donc, ça veut dire les étudiants, hein, le régime de retraite, la fondation, on est des membres du corps professoral qui sont sur ce comité-là. Le comité est piloté par la vice-rectrice au développement durable. Donc, il y a une volonté aussi de l'institution d'aller de l'avant et on essaie de travailler ensemble pour concilier les demandes, les attentes et on a décidé justement d'aller de l'avant, donc sans procéder au désinvestissement immédiat. Donc, on a décidé de prendre la voie de la décarbonisation de notre portefeuille, ce qui veut dire, dans le fond, d'essayer de diminuer l'intensité carbone de notre portefeuille dans les prochaines années, ce qui implique de bien connaître aussi quels sont nos investissements actuels. Et souvent, c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'on ne connaît pas bien dans quoi on investit. Donc, cette démarche-là, elle est intéressante parce qu'elle nous amène à poser des questions à nos gestionnaires. Et tu le disais tout à l'heure, Audrey, et ça, je pense que c'est fondamental. Et dans le processus, hein, tous les signataires des PRI, donc les principes d'investissement responsable de l'ONU, donc tous les grands investisseurs institutionnels qui ont décidé d'aller de l'avant avec ce genre de démarche-là, ça implique en fait de questionner nos gestionnaires et de voir est-ce qu'eux ont mis en place des mesures pour prendre en compte les questions environnementales, sociales et les risques qui vont avec. Donc, c'est intéressant et je pense qu'il y a une démarche pédagogique qui vient avec ça quand on accepte de s'asseoir tout le monde ensemble et d'entendre. Donc, vous pouvez vous imaginer que, par exemple, nos étudiants sont assez exigeants à cet égard-là. Hein. Les étudiants ont commencé avec une posture en disant « on veut complètement que vous désinvestissiez du pétrole, etc. » Et on a dit, bien, assoyons-nous tous ensemble et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire aussi. Donc, est-ce qu'on peut y aller d'une façon progressive et de voir quel impact ça va avoir sur nos investissements. Donc, c'est intéressant et je pense que cette voie-là, elle est intéressante, justement. Donc, c'est pas facile, mais je pense que si on a la volonté de le faire, bien, et qu'on le fait en collaboration avec tous les acteurs impliqués, et je pense qu'en faisant ça, on touche justement au cœur de la responsabilité fiduciaire parce qu'on s'assure qu'à la table, il y a toutes les parties
qui vont être touchés justement par nos décisions d'investissement, qui vont être à la table, qui vont être représentés et qui vont être capables d'avoir un mot à dire sur les décisions qu'on va prendre. Stéphane, toi qui fais partie d'un comité de retraite, est-ce que c'est plus facile pour toi, vu que tu as signé un papier érudit sur la question? Ou... Je blague. La difficulté, Oui, en un mot, difficulté. la difficulté en un mot pour Oui. moi, c'est l'information. Parce que si on veut s'engager dans l'investissement responsable, bien, on a un besoin d'accès à l'information très important à plusieurs niveaux. On en a touché quelques-uns, mais le premier niveau, c'est les entreprises en portefeuille elles-mêmes. Donc, comment on évalue si elles sont effectivement conformes à nos attentes ESG, sachant que, contrairement aux normes comptables, où il y a des cadres de référence sur lesquels on s'entend, en matière ESG, il y en a au moins une dizaine sérieux, mais qui vont avoir des approches différentes, des pondérations différentes. Donc ça, c'est un premier défi auquel on fait face. Comment évaluer vraiment les entreprises et s'assurer qu'elles soient conformes à nos attentes en matière ESG. Pour l'instant, même les régulateurs en matière financière hésitent à dire on va prendre tel ou tel cadre de référence. Donc, il faut être conscient, je dirais, de cette limitation-là lorsqu'on s'engage dans une démarche d'investissement ESG. Deuxième aussi enjeu au niveau de l'information, il y a toute une panoplie de firmes qui font de la notation ESG. Elles aussi, ces firmes-là, vont utiliser leur propre grille, leur propre pondération. Donc, une firme peut classer, avoir son classement ESG, puis on peut retrouver un classement totalement différent chez une autre firme. Donc, il faut avoir un regard critique sur cette notation qui est faite ESG. Un exemple récent, Exxon qui est classé très, très bien loin devant Tesla. Bon, on se dit, un peu curieux. Donc, c'est quand même assez frappant et ça illustre ça. Pourquoi? Parce que dans le classement ou dans la grille d'analyse, on donnait 40 au social. Donc, les employés, la chaîne de valeur, la communauté, on avait des points très élevés chez Exxon et donc on passait devant Tesla. Alors, seulement pour illustrer cet enjeu-là, et finalement, puis Alison et Audrey l'ont bien évoqué, les gestionnaires. Une fois qu'on commence cette démarche-là, il faut avoir la conversation, et je ne peux qu'abonder dans le sens des commentaires qu'elles ont faits. Étant donné qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui font partie de comités de retraite, et qu'il y en a ici qui seraient probablement intéressés à commencer ou à consolider un processus d'implantation de la finance responsable et des critères ESG dans leur propre politique de placement ou dans leur réflexion, par où on pourrait commencer? Ou de quelle manière on pourrait soutenir ce processus-là pour qu'il y ait davantage de place accordée à la finance responsable? Audrey, d'abord. Bien, en fait, j'ai eu la chance de vivre une transition récemment. Donc, j'ai eu moi-même à passer à travers ce processus-là. Je pense que la première chose à faire, c'est bien connaître notre organisation, sa vision, sa mission, ses valeurs. Juste à titre d'exemple, la Caisse de dépôt versus le Fonds de solidarité, oui, ce sont deux investisseurs à long terme, mais il y a des nuances dans leur approche, dans leurs valeurs. Le Fonds de solidarité va prôner des valeurs qui sont syndicales, qui sont sociales, peut-être un peu plus fortement que la Caisse de dépôt va le faire. Donc ça, c'est important. Alison a touché aussi à un point super intéressant sur connaître vos actifs. Connaissez vos actifs sous gestion. Je pense que c'est important de savoir où se situent les poches de risque dans votre portefeuille, où sont concentrés, dans quel secteur d'activité vous êtes concentré, dans quelle géographie vous êtes concentré. Donc, peut-être que votre caisse de retraite n'est pas du tout exposée aux risques liés au marché émergent, par exemple. Mais ça, c'est une chose qui est importante à savoir dans votre portefeuille. Bon, c'est sûr que ça me fait un petit peu rire d'entendre des experts qui vont dire, parce qu'on entend beaucoup parler de la question des investissements, puis des experts vont dire que des investissements doivent être basés sur l'analyse des fondamentaux des entreprises. Ils doivent seulement être utilisés à titre de dernier recours quand le dialogue ne fonctionne pas. Mais ça, je pense que ça ne prend pas en considération la taille de l'ensemble de nos caisses de retraite, les défis, les limites peut-être en termes de ressources même
de ces caisses de retraite-là. Donc, c'est comme si on suppose qu'une petite caisse de retraite qui n'a pas nécessairement internalisé l'expertise, on lui dit, bien, continue à être exposé à des risques que tu ne peux absolument pas gérer pour des actions dont tu ne peux même pas exercer ton droit de vote. Le désinvestissement, ce n'est pas une option pour toi. Donc, ça, je pense que ça ne prend pas tout à fait ça prend pas en considération la réalité de chacune de nos organisations et vous êtes les mieux placés pour le savoir, étant donné que vous êtes assis autour de la table au comité de gestion. Maintenant, peut-être une façon de faire aussi, la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité, PSP, donc de plus en plus je vais dire entre guillemets, plus grands investisseurs qui ont des équipes peut-être à l'interne qui s'intéressent à ces questions-là, prennent parole dans des forums publics, ils siègent à des panels, ils vont parler peut-être un petit peu plus ouvertement de leur stratégie à l'interne. Gênez-vous pas à leur écrire, à leur poser des questions, à savoir comment eux ils font. Tu sais, je pense qu'il y a une grande volonté de vouloir travailler ensemble pour améliorer la qualité de nos investissements au Québec. Puis, je pense qu'on serait très ouvert là, à alimenter vos réflexions. Stéphane? Moi, je dirais la première étape, c'est d'avoir la conversation au sein du comité de retraite quant à la décision de se lancer dans l'investissement responsable et l'intégration de critères ESG. Parce que oui, ça se peut qu'on va se lever un matin, puis on va dire on fait ça, mais généralement, je pense que ça va faire partie d'une conversation, d'un cheminement et d'une analyse de notre positionnement et de cette conversation-là va naître un consensus qu'on est confortable vis-à-vis de nos obligations fiduciaires, vis-à-vis de notre conception de la vie de notre régime de retraite, qu'on doit se lancer dans l'investissement responsable. Donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser cette première étape-là, et Alison l'a bien évoqué dans un milieu universitaire, je pense. Deuxième étape, je vous dirais, qui peut être intéressante, c'est de dire, est-ce qu'on veut utiliser justement des cadres de référence, s'arrimer à des principes pour un peu déployer notre façon de faire. On a évoqué tout à l'heure les principes des Nations unies sur l'investissement responsable qui nous donnent une certaine feuille de route si on les signe et peut aussi nous permettre de nous comparer, de voir comment on fait vis-à-vis d'autres acteurs. Donc ça peut être un élément intéressant à voir. Ensuite, là, on tombe dans l'intégration elle-même dans la politique d'investissement. Et là, donc, ça interpelle nos gestionnaires, nos conseillers, nos partenaires et le plus possible les parties prenantes pour qu'on déploie ça dans notre politique d'investissement. Ensuite, reddition de comptes. C'est pas parce qu'on a donné le mandat que maintenant on se désintéresse. Donc, question de la reddition de compte pour s'assurer effectivement qu'on est à la bonne place là, dans le portefeuille. Et là, tout à l'heure, je mentionnais, c'est un des enjeux, ça va être ça, là, de savoir est-ce qu'on a vraiment des compagnies en portefeuille qui concordent avec ce qu'on souhaite. Puis, peut-être le dernier élément, communiquer. Puis je pense que c'est très important, communiquer aux membres, à toute la communauté, ce qu'on fait, nos résultats, avoir un rapport justement d'investissement responsable. Je pense que ça ajoute à la transparence, à la crédibilité de la démarche. Alison? Oui, j'ajouterais peut-être deux choses. Je pense que j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'à l'Université de Sherbrooke, on avait décidé d'avoir une approche collaborative. Je pense que le ton avec lequel on s'engage dans ce genre de démarche-là est très important. Moi, j'enseigne l'éthique, puis souvent, on nous voit arriver en disant « Ah, ils vont venir nous faire la morale ». Non, je pense qu'en fait, au contraire, il faut faire attention de ne pas prendre un ton moralisateur en disant « c'est comme ça qu'il faut faire », mais plutôt d'y aller dans une approche qui va être beaucoup plus engageante pour les différentes parties, comprendre leurs besoins, comprendre leur réticence aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur fait peur là-dedans? Est-ce que c'est la question, par exemple, la peur de perdre des revenus potentiels, des rendements potentiels, et peut-être aller chercher donc toute la documentation nécessaire pour comprendre, c'est quoi l'impact potentiel sur le risque. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent quel est l'impact sur le rendement, par exemple, de placements qui vont intégrer des critères ESG. Donc,
le ton avec lequel on va aborder cette question-là va être, me semble-t-il, très important. Et on va vouloir axer, donc, plutôt que sur des grands principes, d'aller voir les impacts de ça. Et nous, on a décidé, par exemple, d'essayer d'explorer la voie de l'investissement d'impact, justement. Donc, des investissements qui ont un impact positif particulièrement intéressant, hein, donc qui ont une forte teneur, un fort impact environnemental. Donc, plutôt que d'être dans une approche négative, d'aller beaucoup du côté d'une approche positive en disant, mais comment est-ce qu'on peut intégrer ce genre d'investissement-là aussi à fort impact social ou environnemental dans nos portefeuilles pour que les gens puissent voir aussi quel est le lien, hein, entre ce qu'on fait et le genre de décision de placement qu'on va faire. Donc, ça serait peut-être le premier point. Puis le deuxième point, donc, c'est l'idée justement de travailler ensemble, donc l'idée d'exercer un pouvoir avec les autres acteurs qui sont aussi intéressés à faire ce genre de démarche-là, donc de joindre nos forces et de pouvoir s'adjoindre donc différents partenaires. Ici au Québec aussi, on a des groupes qui peuvent nous appuyer là-dedans, Groupe Investissement Responsable, EQUOS par exemple, qui peuvent nous aider dans ces démarches-là, mais aussi entre caisses de retraite, entre groupes, on ne se parle pas beaucoup et on peut le faire, on pourrait le faire. Nous, on essaie aussi d'inviter des conférenciers qui ont des pratiques innovantes à cet égard-là pour voir quel a été l'effet sur leur portefeuille, sur leur rendement, sur leur décision. Donc, je pense que cette approche-là peut être très intéressante aussi. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y en a qui ont faim, mais avant d'aller manger, on va prendre des questions. Il y a certainement des préoccupations peut-être plus pointues ou des questions qui n'ont pas été répondues. Donc, on va prendre quelques questions avant de terminer. Si question il y a, évidemment. Bien, sinon, je peux peut-être offrir quelques éléments de réponse pour la question de tout à l'heure sur les risques liés au changement climatique puis les entreprises pétrolières. En fait, il y a deux grandes catégories de risques qui sont liés au changement climatique qu'on appelle les risques physiques puis les risques de transition. C'est sûr que les sociétés pétrolières peuvent être exposées un petit peu plus aux risques de transition avec, un changement ou non à court, moyen, long terme de leur modèle d'affaires, des réglementations qui sont de plus en plus importantes. Il y a des cadres de référence qui existent pour essayer de mesurer ces risques-là. Toutefois, ils sont très, très récents. Donc, les recommandations qui ont été publiées en ce sens datent de mi-2017. Certains plus grands investisseurs, encore une fois, ont commencé à essayer de mesurer ces risques-là. Ce n'est pas encore parfait. C'est toujours en cours ça poursuit son cours, en fait. Les conclusions sont pas partagées pour l'instant, mais ça s'en vient. Mais il n'y a rien moi, j'ai rien vu de disponible publiquement à ce niveau-là. Il y a une question, madame? Oui, bonjour. Valérie Dostaler, syndicat des employés de l'Université de Montréal. Donc là, je suis un peu gênée de parler de mon comité de retraite parce que probablement que monsieur connaît mieux que moi. Mais moi, ça fait comme 8-10 ans que je vais à l'Assemblée annuelle. Et je pense que même depuis ce temps-là, on avait déjà adopté les investissements ESG, les prix. Mais moi, ce que j'en ai conclu, c'est qu'il n'y a rien de très révolutionnaire là-dedans du point de vue de nos investissements. Ça n'a pas apporté un grand changement. C'est juste, en fait, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que ça donne bonne conscience à notre comité de retraite plus qu'autre chose, parce que les mêmes investissements sont partout. On s'assure que Suncor a de bonnes pratiques en publiant c'est quoi ces impacts. Mais qui va regarder ça? En tout cas, personne de mon comité de nos membres est au courant de ce que Suncor a publié puis quel impact ça a. C'est comme j'ai comme l'impression que c'est des vœux pieux, que c'est de la bonne conscience qu'on va chercher plus qu'autre chose. Puis l'autre chose, c'est quand vous dites qu'il faut questionner nos conseillers. Moi, je ne suis pas sur le comité de retraite, je suis membre du régime de retraite. Et j'aurais des questions à poser aux conseillers, mais il n'y a pas vraiment de moyens, et surtout que les membres du comité de placement, ce n'est pas des membres du comité de retraite, pas nécessairement. On en a quelques-uns, membres du comité de retraite, qui sont sur le comité de placement, mais autrement, il y a des gens qui sont sur le comité de placement depuis des années, sans qu'on sache vraiment qu'ils sont redevables de quoi, c'est quoi, eux, leur
leurs valeurs, justement, puis leur recherche, leur questionnement par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Parce qu'effectivement, du moment où on décide d'aller de l'avant, comment on s'assure qu'il y ait un mordant à ces préoccupations-là? Moi, je peux réagir sans me prononcer sur la gouvernance du comité de retraite de mon université, que je souhaite diligent et loyal envers ses membres et bénéficiaires. Mais le premier morceau de votre question, au fond, revient à l'aspect de l'information que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'investissement socialement responsable, la croissance la plus importante est depuis 10 ans à peu près là, au Canada. Il y en avait avant, mais on a vraiment une courbe exponentielle depuis 10 ans. Mais le volet information tarde à suivre. Et c'est pas facile, on l'a évoqué. C'est pas facile de quantifier certains de ces risques-là et d'avoir une divulgation qui va nous informer. Mais ceci dit, il faut être demandeur, il faut exiger de l'information. Et à la fois de notre comité, à la fois des entreprises elles-mêmes, puis je dirais à la fois aussi des régulateurs et législateurs qui prennent position pour que cette divulgation elle se bonifie et ne soit pas seulement volontaire, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et parce que la réalité actuellement, puis il y a des études qui le démontrent, c'est qu'il y a quand même bon nombre de fonds, à tout le moins aux États-Unis, qui pratiquent l'investissement socialement responsable, qui, lorsqu'on examine leur société en portefeuille, bien, c'est grosso modo le S&P 500, là. Avec, oui, des variations en termes de pondération. On ne suit pas le S&P parfaitement sur la pondération, mais c'est même les mêmes titres que le S&P 500. Donc, ça montre qu'il y a ce risque-là que vous évoquez, qu'au fond, on en fasse parce que les grandes sociétés arrivent toutes à cocher à un moment donné les cases ESG avec des succès différents. Donc, ce risque-là, il est bien important. Ce serait peut-être le premier morceau de la réponse et peut-être mes collègues veulent réagir aussi sur celui-là. Bien, j'aurais peut-être tendance à dire que dans l'investissement responsable, il y a plusieurs stratégies. Donc oui, il y a les stratégies d'allocation de capital, mais il y a aussi ce qu'on appelle les stratégies d'engagement actionnarial. Donc quand on est exposé à un titre, c'est important d'utiliser notre voix, donc d'être un investisseur qui est présent autour de la table, qui vote ses actions, qui dialogue avec l'entreprise. Maintenant, je comprends que c'est pas évident. Puis même au Fonds de solidarité, là, je faisais la blague la semaine dernière avec les panélistes au téléphone. Je disais que j'étais passée à un petit investisseur. Bon, pour moi, la Caisse a 310 milliards d'actifs sous gestion. On avait une possibilité de dialoguer avec les chefs d'entreprise, avec les présidents du conseil qui était assez exceptionnelle. Là, je me retrouve dans un fonds qui a 15 milliards d'actifs sous gestion, 16. Puis je le considère comme un plus petit investisseur. Donc, déjà, nos leviers d'engagement sont un peu limités, puis ça doit être pris en compte aussi dans nos stratégies. Peut-être l'autre élément de réponse, c'est, tout à l'heure, je touchais un petit peu sur le concept de matérialité. C'est important de considérer les aspects ESG qui sont matériels à la prise de décision d'investissement. Donc, il va avoir un impact sur la performance à court, moyen, long terme de l'entreprise. Souvent, les sociétés, notamment les pétrolières, c'est sûr qu'ils vont divulguer beaucoup d'informations, E, S et G, qui ne sont peut-être pas nécessairement les plus intéressantes pour nous, investisseurs. Ils vont peut-être moins être ouvertes à discuter de leur modèle d'affaires et de la pérennité de leur modèle d'affaires, de leurs activités. Ça, je peux vous dire que dans les 2 dernières années, on assiste à une transition assez importante de la conversation par les investisseurs sur ces sujets-là. Donc, on s'intéresse à leur modèle d'affaires. Est-ce qu'ils sont toujours pertinents si on se retrouve dans un scénario où on limite le réchauffement climatique à 2 degrés? Ça s'en vient, c'est pas parfait, mais je comprends l'urgence d'agir. Une dernière question. Ah, tu voulais dire quelque chose? En fait, que c'est ça, je pense qu'on est mûr. Je pense qu'on avait besoin d'établir un baseline, d'embarquer dans le mouvement, d'avoir une prise de conscience. On a de plus en plus de régimes de retraite qui ont embarqué justement là-dedans. Je pense qu'on est mûr justement pour une nouvelle étape, des stratégies peut-être un petit peu plus innovatrices. Je parlais tout à l'heure de décarbonisation, investissement d'impact. Je pense que ça, c'est des choses qu'il va falloir avoir sur le radar. Et je vous invite, en fait, comme membre de votre caisse de retraite, à continuer de vous faire entendre parce que moi, je le vois, là, je suis dans le comité institutionnel d'investissement responsable. Bien, évidemment, si on n'entend personne, si personne se manifeste, on a l'impression que soit tout le monde est satisfait, personne ne veut aller plus loin. Donc, je pense que de le faire et de mobiliser
les personnes qui le sont aussi pour qu'on entende ces voix-là. Hein? À partir du moment où, par exemple, les étudiants, ils décident que, bien là, ça va faire, il faut changer les choses, il faut changer nos façons d'investir, bien évidemment, on va écouter ces voix-là qui se lèvent. Donc, je vous invite à continuer à soulever ces questions-là. Merci. Une dernière question, monsieur, qui était là. Il n'est plus là. Bon. Ben écoutez, je vous remercie infiniment. Ça a été très, très, très instructif. J'espère que vous avez apprécié. Ça met la table dans tous les sens du terme, aussi bien pour la finance responsable que pour la suite. Je vous remercie beaucoup.